Tout à fait. Merci Camille. Merci Camille. Je reprends du coup le stage, comme on peut le faire ici. Euh, Effectivement, comme Camille a dit, ça fait une petite année du coup qu'on fait des allers et retours pour préparer le lancement d'Aqua et pour mettre ce train sur ses rails. Et aujourd'hui, du coup, bah, on teste ce nouveau format de webinaire en live dans lequel vous avez, comme je vous l'ai dit, le chat qui est ouvert. Vous avez également la possibilité de poser des questions à travers le petit Q&A que vous avez, l'onglet Q&A que vous avez en haut à droite de vos écrans. Il y aura aussi un petit moment où je vous ferai un petit quiz parce que, comme vous l'avez déjà compris, l'agent qu'on va construire aujourd'hui en live, c'est un agent qu'on va sur lequel vous allez voter, tout simplement. Il y a évidemment aussi un scénario où vous proposez d'autres idées dans le chat et en fait, on fait quelque chose en live avec le temps qu'on a prévu. Ce que je voulais faire, déjà pour commencer, pour ceux qui ne nous connaissent pas, parce qu'Aqua est une entreprise qu'on a créée il y a 4 mois, c'est commencer de toute façon par vous faire un petit topo sur qui nous sommes, hein. À quoi on a créé cette entreprise avec mes associés parce qu'on pense que dans le monde de l'IA, on a un discours un peu trop souvent tourné autour de tout ce que l'IA peut faire sans vraiment réfléchir à ce que l'IA a comme impact derrière. Et en creusant, on s'est en fait vraiment rendu compte que cette notion de traiter l'éthique, non pas comme une philosophie ou comme un concept, mais vraiment comme un principe d'architecture et d'optimisation de systèmes IA, en fait, ça donnait un avantage concurrentiel. Alors on s'est dit, on va devenir un partenaire de transformation IA et on accompagne nos clients sur des questions de stratégie, de build et de gouvernance également. Euh, je vous fais rapidement le topo. Je vais y passer des heures. Le risque dans l'IA, je pense que vous le savez, c'est pas l'inaction, c'est pas ne rien faire, c'est vraiment se tromper à grande échelle dans la manière de faire. Il y a des questions qui sont liées à des fautes dues à des manques de conformité ou à du shadow AI pour ceux qui ont entendu parler de ça. Mais il y a aussi des problématiques, notamment dans le monde du vibe coding. Je suis sûr que certains d'entre vous ont dû s'amuser à rentrer là-dedans. La dette technique en fait de ce que de ce qu'il se passe quand on code et qu'on doit reprendre le code et que ce code n'a pas forcément été fait de manière propre, bah ça a un coût au final à l'échelle, bah, ça peut être un coût conséquent. Euh, Par ailleurs, une observation, je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont dû entendre parler de ce chiffre qui a fait un peu le tour de tout, de 95% de projets GenAI qui n'ont pas d'impact significatif sur le PNL et qui passent jamais en production. C'est aberrant. C'est aberrant quand on voit d'un côté l'enthousiasme et l'engouement qu'il y a pour l'IA et de l'autre un chiffre aussi immense d'échecs au final. Bah, ça pose des questions. Et quand on creuse un petit peu, on se rend compte que c'est très lié à une approche en fait de l'implémentation de système IA qui est très tournée sur la techno, mais qui oublie le volet humain, notamment dans un contexte d'entreprise. Le volet humain, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on crée des systèmes dans des organisations humaines au service de personnes. Et donc, il faut les impliquer dès le départ. En fait, il y a des questions de gouvernance, de comment on s'en sert, d'échange d'informations et tout ça qui sont importantes dans l'implémentation de systèmes IA. Sans quoi, bah, en fait, les IA, au final, ont tendance à rester simplement des démos ou des petits outils qu'on utilise un peu sur le côté, mais qui ne sont pas vraiment au cœur de la promesse de l'IA, qui est de réinventer la manière dont on crée des choses, dont on fait des choses. Donc nous, on a créé une entreprise qui est un partenaire de transformation techno-humaniste. Le techno-humanisme ici, c'est important. On l'oppose au techno-capitalisme. On est un cabinet de conseil en stratégie et en technologie. On est un hybride. Moi, pour ceux qui ont pu connaître dans d'autres vies ou me croiser, j'étais directeur de l'innovation chez Hyperloop TT jusqu'en mai dernier. Et j'ai cofondé Aqua à côté d'associés qui viennent du monde de l'investissement, qui viennent du monde de la tech, qui viennent du monde de l'entrepreneuriat également. Et on a créé Aqua avec une conviction très très forte qui est que l'IA, elle doit avant tout être au service des humains. Et si elle peut être au service de la planète, et ben c'est encore mieux. Et donc on accompagne des dirigeants et des équipes qui ont envie de prendre ce tournant de l'IA, mais afin d'augmenter les capacités humaines, pas de les remplacer. C'est vraiment là où on tire un trait. Euh, et notre particularité du coup, c'est que dans ce grand monde de la durabilité, de la responsabilité et de l'impact, nous on pose une hypothèse qu'on défend et qu'on construit, qui est que l'éthique est un levier de performance dans les systèmes IA. Ça veut dire au-delà de la conformité réglementaire, il y a des méthodologies, des architectures qui relèvent de ce qu'on appelle l'éthique et qui permettent de démultiplier les ROI de l'IA. On a une offre de service que je ne vais pas vous détailler maintenant. Vous avez le slide, vous pourrez revenir dessus avec
l'enregistrement. Mais notre offre de service est vraiment alignée sur la maturité d'une organisation, de la formation, de la construction, de la stratégie, du passage à l'échelle et de la mesure d'impact, bien évidemment. On a une petite équipe, encore une fois, ça fait 4 mois qu'on s'est constitué. On a une petite équipe, mais très, très motivée et très, très, dynamique. On orchestre derrière, j'ai embarqué dans cette aventure un certain nombre de partenaires avec lesquels je travaillais avant et qui ont qu'on dit OK pour nous suivre dans cette aventure Aqua, ce qui nous permet d'avoir un écosystème global beaucoup plus large que notre core team. On travaille évidemment sur toute la stack de l'IA. Mon intuition me dit que les profils qui nous rejoignent aujourd'hui ne sont pas des profils purs techniques, donc je ne vais pas vous barber avec des concepts techniques, mais sachez qu'on travaille avec toute la stack IA qu'il existe. En 4 mois d'existence, on a déployé 8 projets en Europe et en Amérique latine. On a formé 700 dirigeants et collaborateurs. Ça va du top 100 d'une boîte qui fait 3,5 milliards de CA à des startups qui sont incubées dans des accélérateurs et en early stage. Donc, on a fait un panel très large. Toujours des dirigeants, en revanche, ou parfois des leaders d'équipe. On a déployé une trentaine de workflows métiers, euh, donc sur des use cases majoritairement de productivité, hein, certains qui ont littéralement permis de gagner des journées entières de travail dans le classique des tâches répétitives autres. Bon, on va revenir un petit peu dessus. Et puis, un autre chiffre qu'on aime bien mettre en avant pour illustrer la dynamique dans laquelle on est. Mon associé tech, Youssef, que vous avez vu dans un des slides et qui, je sais, est quelque part là-dedans dans l'audience aussi, a mis un package en téléchargement libre pendant 24 heures qui a généré 10 200 téléchargements. Preuve qu'il avait bien mis le doigt sur quelque chose d'intéressant autour notamment de comment démultiplier la puissance du cloud code, dont on parle beaucoup aujourd'hui hein, en ce moment. Donc, nous avons entre autres un package, un commun, comme on l'appelle, qui permet de passer encore une étape à un niveau au-dessus avec ce genre d'outils. Pourquoi est-ce que nos clients nous sollicitent? Pour maximiser la valeur de leurs données, pour trouver des talents. On propose des équipes clés en main pour les entreprises qui en ont besoin, pour augmenter la productivité, pour démontrer du ROI, pour créer de la valeur à l'échelle, pardon, et aussi pour des questions de conformité réglementaire. Notre proposition de valeur tourne vraiment autour non pas des simulations ou des pilotes isolés, mais vraiment des systèmes qui sont conçus pour passer à l'échelle et construits avec des principes éthiques. Et ce qu'on fait, en fait, ça, on le fait pour vous, soit on vous apprend à le faire. C'est vraiment ça la logique de ce que nous faisons. On a quelques éléments qui nous distinguent aussi. Par exemple, on est ce qu'on appelle un cabinet de conseil augmenté. Ça veut dire qu'on fait de la R&D. On a tout un travail de R&D pour construire notre roadmap de R&D, c'est que les TIC deviennent le chemin de moindre résistance. Je vais toujours dire. De manière très concrète, ça se dit du coup par des développements qui donnent lieu à des assets technologiques qu'on met à disposition de nos clients et qu'on appelle du coup des communs. Ça permet de délivrer plus de valeur à moindre coût pour les clients avec lesquels on travaille. Il y a d'autres choses aussi également dans cette mutualisation des risques, mais partage justement de la valeur. Je l'ai répété plusieurs fois, concrètement, l'éthique comme discipline d'ingénierie et de performance, ça s'est traduit par une réflexion autour de certains principes de design éthique qu'on applique à toutes les échelles d'un système IA. Le tout dans un objectif d'avoir des performances économiques, sociales et écologiques qui soient plus importantes que celles qu'on voit par ailleurs. On a un exemple du coup qu'on aime bien mettre en avant parce que c'est un produit qu'on a construit sans faire exprès, j'ai envie de dire, qui s'appelle la plateforme des communs, qui est en bêta test actuellement et qui est une solution clé en main pour lutter contre le shadow AI, pour centraliser de la fonctionnalité IA, gérer des accès, des rôles, avoir un paradigme de pay-per-use. C'est pas une plateforme qui est sur un modèle d'abonnement. Et puis évidemment centraliser en fait le budget. C'est une plateforme qui permet de très facilement outiller un ensemble de collaborateurs dans une entreprise avec de la fonctionnalité IA et de distribuer des assets IA à vos collaborateurs, à vos écosystèmes et au-delà. Si tout se passe bien, dans les mois qui viennent, on en parlera de manière beaucoup plus publique. Voilà, on pratique l'outcome-based pricing. Je ne vais pas vous détailler là tout de suite toute notre offre de service, mais vous comprenez un petit peu qui nous sommes. Je répète pour tous ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure que tout en haut à droite, vous avez un chat qui vous est mis à disposition ainsi qu'une section Q&A. Si vous avez des questions ou des réactions, vous n'hésitez surtout pas. Le but aujourd'hui, c'est que tout soit interactif, même si c'est que moi que vous voyez sur scène et que vous entendez parler.
Alors avant de vous présenter les use cases qu'on a sélectionnés pour vous, que je vais présenter à l'oral et qu'ensuite je vous ferai sur lesquels je vous ferai voter, je veux simplement prendre 3 minutes pour vous partager quelques slides qu'on utilise dans des formations, hem, qui en fait sont là pour juste reprendre quelques principes de base de l'IA. Vous voyez, je vais même pas le mettre en plein écran, mais pour que vous voyez. Donc ça, c'est une formation qu'on fait qui s'appelle Fondamentaux et éthique de l'IA. Il m'arrive de la faire en ligne, parfois et gratuitement. Donc si vous me suivez sur LinkedIn, vous pourrez voir la prochaine date où on fera aussi cette formation. C'est vraiment un 101 de l'IA. Donc il y a d'abord des concepts que j'aime bien rappeler dans le monde de l'IA. Alors je pars du principe que tout ce qui est LLM, c'est des choses que vous maîtrisez. Et si ce n'est pas le cas, faites une recherche rapide sur le web parce que je vais passer vraiment à l'étape d'après. Quelques concepts clés. Donc, il y a ce qu'on appelle le fine tuning qui consiste à ajouter un modèle. On va pas s'en servir aujourd'hui, mais sachez que dans certains cas d'usage où vous avez besoin d'exécuter des tâches dans un domaine spécifique, le fine tuning est une technique qui peut vous permettre d'être beaucoup plus précis et plus pertinent dans les résultats. Il y a le prompting qu'on va beaucoup utiliser. Et c'est sans doute là que vous pouvez investir le plus de temps si vous n'avez pas envie de développer des skills techniques profonds, mais que vous voulez quand même tirer parti de l'IA. Il y a ce qu'on appelle les embeddings. C'est important si vous voulez construire des produits parce qu'il y a un coût dans ce qu'on appelle la vectorisation des données. Et notamment lorsqu'on travaille avec des systèmes de RAG. Le RAG, je suis sûr que vous en avez entendu parler, c'est une technique qui permet en fait d'aller faire de la recherche documentaire sur une base de données vectorielle à la base. Depuis, le concept est parfois un peu tordu et utilisé aussi pour désigner d'autres types de recherches documentaires. Il y a un des exemples que j'ai pris aujourd'hui dans lequel il y a ce genre d'approche. Hein. La tokenisation, c'est important. Si token est un mot barbare pour vous, pareil, faites une recherche rapide, token plus IA, parce que sinon vous trouverez tout et n'importe quoi. Mais les tokens, c'est important. C'est un peu l'unité de base dans le monde de l'IA et qui permet vraiment de mieux piloter vos coûts. Et puis, il y a la question de l'hallucination qui est importante aussi à connaître. Les IA peuvent halluciner. Les IA les LLM en particulier sont des modèles probabilistiques. Ça veut dire que s'il y a une forte corrélation entre deux mots-clés, et ils peuvent potentiellement venir ensemble. Ça ne veut pas pourtant dire que leur corrélation est vraie. Et donc, il faut toujours faire attention à ça. Je finirai simplement dans ce vraiment, vous voyez, vraiment un passage express hein, sur les concepts, mais je finirai simplement sur ces slides ici hein, que j'aime bien présenter, qui est en gros ce qu'on appelle la stack de l'IA. L'IA, c'est pas une boîte magique, vraiment pas. C'est vraiment une stack technologique. Une fois que vous comprenez de quoi est faite cette stack, vous pouvez commencer à réfléchir. Comment est-ce que vous allez l'activer dans vos cas? Donc, dans cette stack, on a les modèles qui sont les fondations intelligentes. Encore une fois, c'est pas sur ça qu'on va s'arrêter aujourd'hui. On va ensuite avoir les interfaces. Il y a plein d'interfaces que vous pouvez utiliser pour déployer de la fonctionnalité IA. Aujourd'hui, on va rester sur des interfaces de type chat pour simplifier, mais on pourrait imaginer d'autres cas. Il y a les agents, notamment qui vont permettre du coup de faire de l'automatisation et de traiter des tâches de manière un petit peu plus complexe qu'un simple LLM. Il y a ensuite l'orchestration. Là, on rentre toujours dans des couches de comment est-ce qu'on pilote diverses choses ensemble. Et puis, il y a toujours des questions de mémoire qui vont se poser lorsqu'on commence notamment à travailler avec des choses plus complexes. Voilà, je vous détaille pas le reste, c'est pas le but. Comme je vous le disais tout à l'heure, alors attends, pour arrêter de partager d'écran, ça se passe là. Je vais très brièvement vous présenter un petit peu ce qu'on a en tête aujourd'hui euh, pour faire cette démo. Alors, c'est une démo live que je vais vous faire. Donc, je vais vous montrer des choses et on va construire des choses. Et donc, on a imaginé avec Camille 5 possibilités d'agents qu'on pourrait vous montrer. Si vous allez tout en haut, vous verrez que dans la fenêtre interaction, vous pouvez voter sur 5 agents différents que je peux vous présenter. Alors, je vais prendre juste quelques minutes aussi avant pour que vous puissiez voter en connaissance de cause pour vous dire de quoi s'agit chacun. On a un agent, c'est un assistant email en fait qui va vous permettre du coup de vous connecter à votre boîte mail et donc d'utiliser une IA en fait pour de discuter directement avec votre boîte mail, lui donner des routines, par exemple automatiquement préparer des drafts lorsque vous recevez un mail ou labelliser les mails d'une certaine manière. Certains d'entre vous utilisent peut-être Fixer.ai. On est en gros dans cette famille d'utilitaires. Alors pour le défi ici, l'idée c'est de partir d'une page blanche sur cet agent-là, parce que je sais que Camille vous a déjà partagé quelques trucs. On a un assistant commercial qu'on aime bien et qu'on utilise pour le coup, nous, en sparring partner pour, euh, euh,
notamment pour faire des propositions commerciales et ensuite les traduire en slides. Donc c'est un agent en fait qui est très connecté à un autre que je vous ai mis en bas, qui est ce qu'on appelle le Gamma Generator. Le Gamma Generator, c'est un agent qui du coup va prendre des informations et les traiter pour ensuite les envoyer via un call API à Gamma et donc créer un Gamma rapidement. Et c'est un pipeline. Vous me pardonnerez le jargon, mais je suis obligé de l'employer pour rester clair. C'est un pipeline en fait qu'on a industrialisé avec du coup la possibilité de faire des appels directement à un générateur de gamma pour s'en servir. Donc là, du coup, je vous ai parlé de l'assistant email, de l'assistant commercial, du Gamma Generator. On a le Simple Rack. Donc, le Simple Rack, c'est un use case de comment est-ce qu'on fait pour exploiter une base documentaire et permettre à un agent, du coup, de traiter des informations avec un contexte plus ou moins dynamique. Et puis, enfin, on a le copywriter. Le copywriter, en fait, c'est un exemple pas juste de comment mieux écrire, mais aussi de comment faire vérifier ses écrits par un autre agent qui dialogue avec le premier agent. Voilà en gros les 5 cas qu'on vous a sélectionnés aujourd'hui avec Camille. Il y en a plein d'autres, notamment des cas plus complexes. Je pourrais vous montrer à l'écran rapidement, si le temps le permet, à la fin des exemples plus complexes d'agents. Le but, c'est que là, on puisse prendre, il est 18h24, donc le but, c'est que on ait le temps d'ici 18h50, hein, en gros, 18h45, 50, vous montrer en fait comment est-ce qu'on construit ça de A à Z. Je vous montrerai un blueprint en gros au début, puis après je commencerai à le rebrancher étape par étape pour que vous puissiez vraiment voir comment c'est fait. Euh, euh, voilà, je laisse le vote ouvert encore 1 minute. Si vous avez des questions, utilisez le chat, ok, ou la fonctionnalité Q&A. Et je vais arrêter le vote dans 1 minute, même si pour l'instant, en tout cas, il y a une tendance forte vers l'assistant commercial qui se dessine. Donc, moi, évidemment, qu'en parallèle, je vais commencer à préparer mon écran en ce sens. Pendant que le temps continue de circuler, j'en profite pour également mentionner que du coup, la stack qu'on va utiliser aujourd'hui pour faire cette démo, c'est un utilitaire que vous connaissez sans doute qui s'appelle N8N. Donc N8N, lettres, chiffres, lettres. J'ai récemment appris d'ailleurs qu'on est censé lire ça end-to-end, parce que c'est un truc de mathématicien apparemment, c'est ainsi qu'a été choisi le nom de cette application. C'est une alternative à Make et à Zapier pour ceux qui autrefois étaient dans le monde de l'automatisation, mais qui dans le monde de l'IA a explosé parce que des fonctionnalités beaucoup plus avancées et une approche beaucoup plus intuitive de la création d'agents IA, parce que plus proche de LangChain et tout ça. Et donc c'est ça qu'on va utiliser aujourd'hui. C'est assez facile à prendre en main et à le travailler. Voilà. Je vais arrêter du coup le vote. Ploup. Et les résultats sont visibles, donc vous le voyez, il y a quand même une grande majorité d'entre vous qui ont voté pour l'assistant commercial. Alors, je vais cacher les résultats parce qu'il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. Et je vais vous partager mon écran. Ce que vous ne saviez pas, évidemment, c'est que dans ce cas d'usage, comme dans d'autres, on a un ensemble de choses sont, qui se mélangent, en fait. Donc, je vais vous partager mon écran d'abord avec le résultat que je vais appeler résultat final. Et ensuite, je vais le brancher étape par étape pour que vous puissiez suivre vraiment en mode réel comment est-ce que nous avons construit cet agent commercial. OK? Donc, première partie, je vais commenter. Ensuite, je vais construire le tout. Donc là, vous voyez le résultat final. OK? Cet agent, il s'appelle Alex. Comme vous le voyez, il a diverses boucles. Alors, il y a quelqu'un qui a mis dans le chat qu'il ne voit pas de section Q&A, juste le chat. Personnellement, si vous posez vos questions sur le chat, ça me va. Donc, n'hésitez pas à les poser là s'il y a des choses qui sont pas très claires. Donc, N8N, pour info, ça commence toujours avec un déclencheur, ce qu'on appelle un trigger qui va donc toujours être tout à gauche. Il peut y en avoir plusieurs. Vous les trouvez ici, tous les triggers. Hein. Donc, il y en a un tas différents. Ensuite, il va y avoir du coup ce qu'on appelle des nodes. Donc, c'est des étapes, des utilitaires, des fonctions, enfin, on peut appeler ça comme vous voulez, dont certains qui permettent du coup de router. Vous pouvez suivre toujours le fil ici pour savoir un peu comment le workflow va s'exécuter. D'accord. Et ensuite, il va y avoir du coup certains utilitaires un peu spéciaux qu'on appelle des agents, comme celui que vous voyez ici, qui vont permettre du coup d'ajouter toute la fonctionnalité IA
que l'on peut avoir ici dans les agents. Je vous détaillerai un petit peu plus comment ce node ici fonctionne. Je pars du principe de l'hypothèse que certains d'entre vous ne le connaissent pas forcément bien. Donc, je détaillerai un petit peu quelles sont les fonctionnalités ici de base pour que vous compreniez comment ici, on arrive à créer un agent en fait qui a du coup des fonctionnalités étendues et qui en fait lui-même fait appel à d'autres agents que je vous montrerai au moment voulu. Donc ici, vous voyez, c'est un agent qui commence avec un chatbot et donc typiquement, quand je vais lui faire une requête, genre hello Alex, et il s'appelle Alex. Hello Alex, tu vas m'aider à mettre en avant, à faire la publicité, on va dire, d'un webinaire. Voilà. Pas du tout sa fonction première à Alex, mais c'est pas très grave, on va s'amuser à voir ce qu'il nous répond. Donc là, vous allez voir le workflow, il va commencer à, attendez, ne pas oublier celui-ci. Parce que évidemment que tout ça arrive dans le contexte où j'ai fait une migration de nos workflows. Attendez, je vais faire quelque chose d'un peu plus simple. Si, c'est bon, il est en train de tourner. Donc vous voyez, il a commencé ici, il est parti chercher du coup, il est allé faire une requête en fait au niveau de la mémoire de cet agent-ci qui est ici, d'accord? Et en fonction du résultat de cette recherche, il a pris un chemin ici. Vous voyez qu'il est allé ensuite chercher dans Notion un certain nombre d'éléments, qu'il a pris du coup en faisant une requête, API. Il a extrait du coup des fichiers de cette requête API qu'il a ensuite rassemblé avec un aggregate. Ce rassemblement ensuite, je l'ai fait traiter par un petit bout de code, pour avoir un résultat un peu plus, facile à digérer par de l'IA et du coup ce résultat-là, je l'insère directement dans la mémoire de mon agent. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que du coup, ensuite, ma requête arrive enfin à l'agent, sauf que cette fois-ci, l'agent, il a déjà en mémoire une base documentaire, en fait, qui va lui permettre de contextualiser les choses de manière dynamique. Ce que je viens de vous montrer pour info, c'est du RAG simple, en 2 mots. On peut faire du RAG encore, enfin, c'est du RAG vraiment très, très simple, mais c'est déjà un use case d'en fait comment vous pouvez de manière un petit peu dynamique dans un agent, donner du contexte que vous gérez ailleurs. Ici, typiquement, ce que l'agent est allé chercher dans ce node ici, c'est puisque c'est un agent commercial, en fait, ici, moi, j'ai une base de données dans laquelle j'ai nos fichiers commerciaux, donc j'ai notre stratégie marketing, j'ai notre deck de vente, j'ai nos offres, j'ai tout ça. Et donc, ça fait que Alex, ici, a un prompt très tourné vers le soutien dans le monde du commercial, mais euh, euh, mais qui, dans mon cas précis, est contextualisé, puisque du coup, c'est dans sa tête avant même que une requête lui arrive. Lorsque je lui fais une autre demande, et donc vous voyez ici, il me demande bonjour volontiers, est-ce que je veux que ce soit mon partenaire de sparring ou mon consultant? Heu Ça, c'est parce qu'Alex, il a 2 modes de travail. Soit il est sparring partner, donc il va m'aider, challenger des hypothèses et tout ça. Soit il va direct passer en mode: «OK, on fait la propale». Et les 2 évidemment sont linéaires et donc vous allez dire, sparring partner et là, vous voyez, quand je déclenche cette fois-ci, ça va direct à l'agent puisque du coup, il lui suffit d'avoir seulement une fois inséré tout ça dans sa mémoire pour qu'il connaisse et donc maintenant, il est en train de travailler. Alors avant de passer à la construction de cet agent, avant de passer à la construction de cet agent, du coup, je vais vous montrer, prendre juste quelques minutes pour vous détailler un peu le node, qu'on appelle, agent IA. Je vais pas lui répondre là parce que c'est pas le but. On fera peut-être un exemple de ça à la fin. Et donc le node agent IA, lorsque vous le créez à partir de rien, je vais le créer à partir de rien juste à côté ici pour vous l'illustrer. Donc on va taper agent par exemple et donc là on a agent AI. On va voir cette interface qui s'affiche. Alors cette interface, c'est la même interface que vous avez lorsque vous double-cliquez, hein, sur un node, elle est spécifique à chaque node, l'interface que vous allez voir. Donc l'agent qui est là, vous voyez là quand il est quand il est à poil, j'ai envie de dire, il a forcément un symbole d'erreur parce qu'un agent pour fonctionner, il a besoin d'un certain nombre d'éléments. À minima, il a besoin d'1 élément qui est un modèle pour pouvoir fonctionner. Le modèle donc, le LLM que vous allez brancher sur cet agent. Pour pouvoir gérer un LLM, du coup, il faut évidemment que vous ayez des clés APIs pour avoir accès à des modèles. Chez Aqua, on aime bien utiliser non pas OpenAI, comme pourrait le faire croire ce modèle, mais un service qui s'appelle Requesty. On est bien Requesty parce que c'est un agrégateur de LLM. Donc dans Requesty, vous pourrez trouver des centaines de modèles différents à votre disposition. Mais la particularité de Requesty, alors pour ceux qui connaissent OpenRouter, c'est un concurrent direct, hein. La différence, c'est que Requesty est européen, mais l'accent sur tout ce qui est conformité RGPD est beaucoup plus transparent sur quels sont les modèles qui retiennent de la donnée, qui n'en retiennent pas, où est-ce qu'ils sont hébergés, et beaucoup plus facile également à utiliser en ce sens.
Et donc typiquement, lorsque je me branche ici à Requestive, vous le voyez dans les modèles et dans les choix de modèles que j'ai ici, nous avons, avec Aqua du coup, pris le temps de choisir des modèles qui sont petit 1 dans un paradigme de zéro rétention de données, petit 2 dans un paradigme de non-emploi des données pour de l'entraînement de modèles, et petit 3 qui sont dans des data centers qui sont soit en France, soit en Suède, soit en Finlande, soit en Suisse, ce qui sont du coup 4 pays où vous avez un profil de production énergétique renouvelable majoritaire. Donc on est en moyenne, je crois, sur ces 4 pays à 70-75% d'énergie renouvelable. Ce qui veut dire quoi in fine? Ça veut dire que du coup, en moyenne, on est en train d'utiliser ici des agents avec de l'énergie propre, des modèles pardon, avec de l'énergie propre et sans risque de fuite de données, ou en tout cas en minimisant ce risque-là, contrairement à d'autres solutions que vous pourriez utiliser ou à d'autres services. C'est pour ça qu'on l'aime bien. Alors, et donc pourquoi est-ce que ça prend la forme d'un node OpenAI? Simplement parce qu'OpenAI a établi un standard dans la manière de faire des requêtes à des modèles, et donc du coup ici, ils se sont pas pris la tête, on utilise le node OpenAI pour utiliser le même standard qu'OpenAI pour faire les requêtes. Donc on choisit dans la liste un modèle, c'est pas plus compliqué que ça. Là, par défaut, on a GPT 4.1 mini, mais comme vous le voyez, je pourrais prendre un Mistral si je le souhaitais, je pourrais prendre de différents Gemini aussi, j'ai des Claude là-dedans, j'ai du Perplexity. Alors Perplexity, c'est l'exception pour info, on l'a mis ici, mais là, il y a de la rétention de données, c'est l'exception. On a du Qwen, on a du Kimi, on a du Llama, on a du DeepSeek, et cetera, et cetera, et cetera. Donc, on prend celui qu'on veut, et puis à partir de là, ensuite, on peut prendre des options. Si vous voulez devenir plus technique, vous pouvez vous amuser avec ces options, on va pas le faire aujourd'hui, c'est pas l'objet. À partir du moment où j'ai ça, j'ai ce qu'il me faut de base pour un agent. Ensuite, on peut l'étendre avec une mémoire qui va lui permettre du coup de retenir des choses, et vous l'avez compris dans le cas de l'agent actuel, c'est quelque chose qu'on utilise. Et puis, on peut lui donner des outils. Et les outils ici, ce qui est intéressant dans N8N, c'est que vous avez accès à l'ensemble des outils préexistants de N8N. Donc voilà, vous voyez, je peux parler pendant que je fais défiler. Il y a vraiment des centaines et des centaines d'applications différentes que vous pouvez connecter à N8N qui sont déjà intégrées. Et puis, si c'est pas là, il vous suffit d'utiliser la requête HTTP pour faire un call API direct sur un service qui a une API. Si vous êtes codeur ou que vous voulez faire des choses avec du code, vous pouvez rajouter du code. Si vous voulez utiliser d'autres agents qui existent dans votre espace N8N, vous pouvez faire un appel à d'autres agents. Et puis évidemment, si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez utiliser les serveurs MCP directement dans cette interface. Autrement dit, c'est une boîte à outils avec laquelle vous couvrez, je dirais, 95% des use cases qui vont vous permettre de vraiment passer à l'échelle et à l'étape suivante dans ce qui est l'utilisation de l'IA. Alors, je vais arrêter mon partage d'écran un instant, du coup, puisque je vais vous ouvrir une nouvelle fenêtre dédiée à la construction de cet agent, et que donc pour ce faire, j'aimerais bien un truc clean. Plop, 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 plop. On va partir de... Ouais, on va faire ça comme ça, impeccable. Alors, où est-ce que c'est passé toutes ces choses-là? Où sont passées mes choses? Voilà, elles sont là. Et vous êtes là, et je vais partager mon écran. Vous verrez du coup mon profil. J'ai fait exprès de mettre là, ici, parce que je sais que ça, c'est mon bon profil. Donc, je vais vous partager mon écran maintenant, ici. Tac, on revient. Donc, on était sur Alex, hein. On va revenir ici et je vais vous créer un nouveau workflow qu'on va partir du coup pour que vous voyez comment je construis Alex en temps réel, hein. Si vous avez la moindre question, encore une fois, s'il vous plaît, vous la posez dans le chat. Je vais garder un œil dessus à tout instant pour que je puisse adresser vos réponses en temps réel, si possible, là, notamment lorsque je suis en train de créer des choses. Donc, vous vous rappelez, la logique de base d'Alex, on va commencer par faire un truc simple. On va dire, la logique de base d'Alex, c'est on a un chat, on veut parler avec le chat. Donc, le chat dans les options, on peut le rendre disponible en public, auquel cas vous avez une URL ici que vous pouvez utiliser et donner à des gens pour qu'ils puissent l'utiliser. Si je vous montre l'exemple ici, sauf erreur de ma part, non, il faut que je fasse un partage plus large de mon écran, je crois. Ou est-ce que non, vous le voyez? Si, non, vous le voyez là, c'est bon. Là, il n'est pas enregistré. Oui, c'est normal, c'est parce que du coup, il faut que je publie, évidemment, tout ça avant de pouvoir le faire. Parfait. Donc là, j'ai publié. Si j'utilise cette URL maintenant et que je viens ici, vous verrez, j'ai une petite interface simple avec laquelle je peux commencer à dire hello, comment ça va? Et donc, ce que j'ai comme réponse, en revanche, c'est ce qui sort à la fin de mon workflow. Et là, à l'instant donné, il n'y a rien qui sort de mon workflow, donc c'est normal qu'on ait aucune réponse. On peut choisir un chat hosted, qui est donc l'interface que je vais vous montrer, ou embedded, auquel cas vous allez l'insérer dans une autre interface, et puis vous avez plein d'autres options. Je ne vais pas les détailler maintenant parce que franchement, c'est pas trop l'objet. Alors, le principe d'Alex, vous vous rappelez, c'est un assistant commercial. Donc évidemment que derrière un chat, on va utiliser un agent. OK.
on va utiliser donc un agent, lui donc sa source, c'est bien le node de chat qui est connecté juste au préalable. Quelques instants, vous verrez, il faudra qu'on change ça et puis, bah, ce qui va surtout nous intéresser ici ce qui va surtout nous intéresser ici, pardon, c'est le message système. Heu, pour ceux qui ne le savent pas, il y a un standard qui a été établi, heu, pour en gros désigner le système comme un prompt qui en fait ne va pas être donné à l'utilisateur, mais que l'IA va utiliser pour, hem, pour avoir des instructions, en gros. Si vous voulez, c'est un peu la différence, c'est un peu comme si vous aviez quelqu'un que vous briefez avant qu'il fasse quelque chose et donc le brief qu'il a reçu, c'est ce qui va le cadrer. Mais en revanche, quand il sera en train de faire son action, je dis n'importe quoi, vous briefez un chanteur avant et vous lui dites, «Il faut absolument que tu chantes un ton au-dessus de ton ton habituel, parce que tu as des gens, qui sont sourds, sur ta fréquence habituelle». Je dis vraiment n'importe quoi. Bah, en fait, ce brief qu'il aura eu le chanteur, il va jamais en parler pendant qu'il chante. Mais lorsqu'il chantera, vous entendrez le résultat de son effort. Ici, c'est un peu pareil. Un prompt system, c'est l'instruction qu'on va donner à l'agent en arrière-plan et que vous ne verrez pas. Pour info, toutes les IA, tous les systèmes IA, ChatGPT, Claude, Mistral, tous, sans exception, ont des prompt systems par défaut dans les utilitaires que vous utilisez. Si vous faites vos recherches sur GitHub ou autre, vous pourrez trouver des pages et des pages de prompt systems parfois qui sont préconfigurés en quelque sorte. Ça va de choses comme, alors si vous avez déjà utilisé aussi du prompting évidemment pour donner une personnalité à l'IA ou lui dire ci ou ça. L'avantage d'un prompt system en fait, c'est que vous n'avez pas besoin de le spécifier avant. Ça, c'est pour en gros établir les constantes, le comportement de base. Donc je dis n'importe quoi, si je lui dis ici, sur un prompt system pour vous donner un exemple, si je lui dis: «You», alors je vais écrire en anglais, désolé pour les non natifs. Vous pouvez bien évidemment prompter toujours en français, mais sachez que si vous parlez anglais, de manière générale, les IA comprennent mieux l'anglais. Donc moi par défaut, je prompte en anglais. Mais ici, pas typiquement, je veux dire: «You will always respond in French, but with an Italian accent». Voilà ce que ça donne. Donc là, je vais maintenant du coup alors comme je vous le disais, il faut qu'on lui connecte un modèle. On va mettre OpenAI ici, et on va choisir un modèle simple, un GPT 4.1 mini, c'est très bien. Particularité évidemment, il faut que j'enlève ça parce qu'en revanche Responses API, ça c'est un protocole spécifique d'OpenAI, et donc via Requesty, on ne l'aura pas. Donc là, on va voir ce que ça donne. Heu, je vais publier ça et je vais rafraîchir ma page pour, que cette session elle soit rafraîchie. Je pourrais le faire autrement, mais j'ai tendance juste à faire ça. Donc on va dire, «Hi, how are you doing today?» Voyons voir ce qu'il va me répondre. Bad request, check your parameters. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on va voir ça tout de suite, c'est ce qui arrive. Provider modèle. Ah bah oui, en fait, le modèle par défaut ici n'est pas un modèle que j'ai sorti de Requesty, donc c'est normal, j'ai une petite erreur, je diagnostique tout de suite et on recommence. Look, how are you doing today? Cette fois-ci, ça a marché. Ciao, je vais benissimo, merci mille. Et toi, comment ça va aujourd'hui? Pardonnez mon mauvais accent italien, et s'il y a des Italiens dans la salle, excusez, si je vous ai offensé, évidemment, c'est pas le but. Mais vous voyez le principe du prompt system. Ici, il ne va pas me le révéler et c'est comme ça qu'on lui donne, du coup, des instructions. Alors, je reviens à notre use case, hein. Le Alex, vous l'avez compris, est un agent commercial. Donc, il faut évidemment qu'on lui donne un prompt system qui correspond à ce qu'on veut que, il fasse. Alors, je vais pas écrire le prompt en live parce que le prompt d'Alex, c'est ça. Et donc, c'est un prompt très, très long que je ne vais absolument pas vous écrire en temps réel parce que sinon il va passer la séance. Mais en revanche, je vais vous le commenter parce que ça va donner sans doute des clés sur comment améliorer vos prompts. D'abord, vous voyez, il y a un format, en fait, dans mon prompt. Le format qu'on a employé ici est un format XML. Pourquoi? Parce que dans la recherche scientifique, il a été observé que lorsqu'on utilise le format XML pour faire des prompts, les agents suivent les instructions de manière beaucoup plus stricte que lorsque vous essayez d'utiliser du langage naturel ou même du markdown, pour ceux qui se sont penchés sur le sujet. Le XML, pour l'instant, reste le roi. Tentative de trouver d'autres langages, qui utilisent vraiment le token ou autre machin, mais pour l'instant, le XML reste le roi. Donc, ici, vous voyez, on a le prompt, on a le rôle qu'on lui donne, donc Aquas Commercial Proposal Consultant, le nom qu'on va lui donner, parce qu'on a voulu lui donner un nom. On a ensuite le profil, donc en XML, vous voyez, on a des balises un peu comme ça, comme vous avez dans d'autres langages, donc ça permet du coup de suivre un peu la logique du prompt. Donc le profil, c'est ça. Ensuite, on lui a donné une mission, qui est donc son objectif. Dedans, vous avez du coup les choses, pour ceux qui connaissent les acronymes, il y a balance, craft, enfin, il y a plein d'acronymes différents pour dire les bonnes techniques, donner du contexte, une mission, un ci, un ça. Enfin, voilà. Donc tout ça, vous l'avez évidemment dans le prompt. On lui donne une politique de langage qui est de miroiter la langue de l'utilisateur parce que, bah, évidemment, on ne sait pas qui va utiliser cet agent et chez Aqua, on parle plusieurs langues. Titre personnel, j'en parle 6.
Il y a un fallback évidemment, s'il y a pas d'autres langues, eh ben, on va faire de l'anglais. On a un gamma mapping, donc ici du coup, c'est pourquoi? C'est parce que plus tard on utilise gamma, donc on lui dit dès maintenant qu'en revanche, il y aura un paramètre à fixer d'une certaine manière. On lui explique ce que c'est que le contexte qu'il a. Et donc ça, vous vous rappelez, dans la boucle d'Alex, en fait, c'est toute la partie où on va aller faire de la recherche documentaire. Donc, il a accès à des documents spécifiques et voici comment il doit s'en servir. Et il peut utiliser un outil que je vous montrerai après pour aller chercher davantage d'informations. OK. On va du coup maintenant passer dans une section hyper importante pour tous les agents qu'on configure toujours, qui est la section Tools. Elle s'appelle quasiment toujours pareil, ça sert à rien de chercher à lui donner un autre nom. Les tools, du coup, c'est des outils auxquels votre agent a accès et à quoi ils servent. Heu, c'est pas toujours obligatoire et si vous le souhaitez, il y a une chance pour que votre, modèle et votre agent comprennent à quoi servent les outils, mais de manière générale, on va réduire le champ des possibles et de l'ambiguïté, et donc ici, bah, on lui explique qu'il a d'abord accès à un briefing agent, on lui explique à quoi sert le briefing agent et comment il doit s'en servir et puis, bah, évidemment, on lui dit s'il y a des requirements ou ou d'autres choses qu'il faut du coup garder en tête quand il utilise cet agent, cet outil, pardon. S'il y avait d'autres outils qu'il fallait spécifier, c'est ici qu'on le ferait et d'ailleurs, il y en a un autre, c'est le Gamma Generator et donc ici, l'objectif, les règles et l'output. Ensuite, du coup, dans Alex, vous vous rappelez, je vous disais, il y a un mode sparring partner et puis il y a un mode proposal crafter. Donc en fait, ici, on a les modes et du coup, on va lui dire, voilà comment tu choisis tes modes. Et donc le trigger, c'est l'utilisateur choisit une option. Le behavior, c'est ça. Donc c'est comme ça qu'il va se comporter quand il y a ce mode-là. Et puis, bah, il a des outils. Alex est configuré ici pour que dès qu'il a besoin de données, bah, il fasse un appel au briefing agent pour aller chercher de la donnée fraîche en ligne. Et puis, sur le mode proposal crafter, il va choisir, lorsque l'utilisateur choisit l'option B, et donc là, il va suivre les workflow states avec des checkpoints qui sont obligatoires. Il y a aussi un mode brevity, donc pour aller vite, quoi, en gros. Lorsqu'on lui met quick version fast track abbreviated, du coup, il va bypasser un peu d'autres instructions pour aller plus vite. Hein. Euh, euh, et donc là, il y a des instructions sur comment gérer d'autres paramètres qu'il a un petit peu plus bas. Il va évidemment avoir une instruction pour notifier lorsqu'il le fait et donc on va continuer. Après, on a du coup le workflow, les workflow states justement, donc quand il est en train de faire des propals et donc il a d'abord initiation. Ça, c'est son point de départ où il demande de choisir sparring partner ou proposal crafter. Une fois qu'il l'a fait, OK, il me donne sa réponse. Ensuite, il a le state gather, donc du coup, il est en train de poser des questions une à la fois. Il fait pas des listes de questions. Moi, j'aime bien c'est plus dynamique parce qu'il y a une seule question à la fois. Euh, on va du coup ensuite euh, reformuler la réponse, s'assurer qu'il a bien compris. Il y a des règles dans tout ça qui sont du coup spécifiées. Il y a un objectif, il y a un fallback et donc il y a un certain moment, il y a un checkpoint ici euh, dans l'information qu'il a collectée pour pouvoir faire une propale. Et donc ensuite, il va passer en mode data. Le mode data, du coup, c'est celui où il va checker, il va chercher de la donnée. Ensuite, il va passer en mode draft, où du coup, il va commencer à drafter une propale. Ensuite, il va passer en mode outline review, qui est donc le moment où il va vous présenter l'outline pour que vous le validiez. Ensuite, il va du coup valider. Et une fois qu'il a validé, il va passer en mode générer gamma, qui du coup va permettre de faire un appel à gamma pour générer une propale. Et après, du coup, bah, il y aura le deliver où il va nous donner les grandes lignes ainsi que l'URL vers le gamma. Ensuite, on a donné à Alex ce qu'on appelle des narrative arcs, donc des structures narratives pour qu'il parte pas de rien. Et puis, bah, une proposition générale de structure euh, euh, qui du coup qu'il peut adapter en fonction du narratif. On finit par des safeguards et des defaults options. Et puis, bah, à la fin, on a en gros des choses qui relèvent plus de précision. Donc le style qu'on veut, le type de documentation qu'on lui a donné, et puis surtout bah, le schéma de l'API de Gamma qu'on est en train d'utiliser pour qu'il sache du coup comment faire l'appel à Gamma le moment venu. Voilà pour la description du prompt. Donc vous comprenez bien, on va pas l'écrire maintenant. J'espère que vous m'en voudrez pas. Mais j'espère en tout cas qu'avec cette explication, ces différents éléments, déjà ça vous donne plein d'idées hein, sur comment cadrer vos prompts, parce que du coup ça donne un agent qui, je vous le garantis, peut parfois être limite têtu sur non, je vais pas te répondre donc tu m'as pas dit quel est le mode que tu veux utiliser. Donc, par exemple, on reprend la même requête qu'on avait faite avant. Hein. Hi, how are you doing today? Alex, cette fois-ci, va me dire Great. Comment est-ce que tu veux commencer en tant que sparring partner ou proposal crafter? I am not sure. I am not sure. What do you suggest? Euh, Par exemple, hello, to provide a business assistant, do you want me to be a structure? Whatever. Alors, là, il se passe un truc rigolo parce que vous voyez, en fait, il est en train de réagir comme s'il n'y avait pas eu de message avant. Et en fait, c'est normal parce qu'il n'a pas de mémoire.
en fait. Il n'a pas de mémoire, notre cher Alex, donc on va lui donner une mémoire et donc ici dans N8N, vous pouvez utiliser les mémoires évidemment des agents, qui sont proposés ici, mais vous avez aussi, surtout, la mémoire simple, comme elle s'appelle, pour une raison qui m'échappe, elle est pas en train de m'être proposée là tout de suite, donc je vais juste aller la sortir directement ici. Hop, mmh, Simple Vector Store, voilà. Non, c'est rigolo qu'il ne se pose pas. C'est bien la première fois que je ne vois pas mon option, Simple Memory. Bon, je vais juste aller la prendre ailleurs, je m'en fiche, mais donc vous avez le petit utilitaire Simple Memory ici de N8N, hein, qui est un utilitaire, built-in que vous connectez à votre workflow pour du coup lui donner une mémoire et donc là, on décide combien de messages il doit stocker. Alors Camille demande qu'est-ce qu'il utilise comme LLM pour sortir un prompt agent? Je pour être honnête, tous les LLM sont bons pour sortir des prompts agents, ce qu'il faut, c'est leur donner des informations. Je vais pas vous le détailler maintenant, mais nous, en tout cas, pour, la création de prompts, en fait, on utilise un un agent similaire, dans sa structure à celui-ci. C'est juste qu'en fait, au lieu d'aller chercher de l'information, commerciale, il va aller chercher, 10 papers de recherche, sur comment bien prompter, et sur la base de ça, du coup, proposer des prompts et des structures de prompts. Donc en fait, on n'utilise pas un LLM généraliste, on utilise un outil spécifique pour créer les prompts et affiner les prompts en fonction des intentions des utilisateurs, de l'utilisateur. Voilà. Et donc cet agent-là, vous le trouvez dans la plateforme des communs d'Aqua dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est ici, hein. Donc, si je me connecte rapidement, hop, je peux vous le montrer. Non, pas maintenant que j'y pense, il est ici. Il est dans la version test de la plateforme des communs. Qui évidemment, effet démo, ne marche pas là tout de suite. Si, il est là, c'est bon. Hop, allez. Voilà, il m'a connecté. Et donc vous avez ici, c'est Aristide, notre assistant de prompt. Heu, c'est comme ça qu'on l'a appelé et donc lui, c'est un workflow N8N qui tourne derrière. Ça, c'est une plateforme dans laquelle on intègre des workflows N8N et donc je lui dis, de me générer des prompts et c'est lui qui va me les sortir. Bon, je vous épargne ce détail-là, maintenant. Tac, je ferme ça et je reviens ici. Donc maintenant, on lui a donné une mémoire. Donc on peut maintenant, en fait, avoir des messages qui vont être stockés, et on va pas avoir ce phénomène de à chaque fois, il me répond différemment. Je vais accélérer parce qu'en fait, je vois l'heure qui tourne et je suis en train de commenter énormément de choses. Donc je vais aller vite, sur la partie qui suit. J'espère que vous arriverez à suivre. Ouais, je vais essayer de rester, honnête. Donc dans Alex, vous vous rappelez, on avait une notion de est-ce que le contexte a déjà, été inséré ou pas? Alors attendez, j'ai une question. Tu parlais d'hébergement, tu utilises quoi pour héberger tes scénarios? Quel de Singer ou tes propres scénarios suivantes pour démarrer? Ambiance Bootstrap fera, mais s'il faut scale, on investit. Alors ça dépend ce que tu veux héberger. Nous, on parle quand on parlait d'hébergement, on parlait tout à l'heure, quand je parlais d'hébergement des modèles. Et donc, c'est pas nous qui hébergeons les modèles, on passe par un tiers qui les héberge, mais qui, en revanche, c'est lui qui fait le deal avec les data centers qui hébergent les modèles. Après, si tu es en train de parler d'hébergement de N8N, nous, on a déployé, N8N, si je dis pas de bêtises, sur AWS. C'est mon tech partner qui s'est occupé de ça. Donc ouais, là, on est sur ce qu'on appelle du self-hosting de N8N. Honnêtement, la version cloud de N8N, est très bien si vous voulez faire des choses, rapides. En revanche, il y a une limite majeure dans 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 la version cloud de N8N, qui est que si vous avez des workflows qui prennent plus de 2 minutes, en fait, à répondre, c'est notamment le cas des workflows un peu plus complexes, Cloudflare va vous couper, la connexion et donc du coup, ça crée des choses un petit peu plus, difficiles à gérer hors N8N. Et donc pour, le self-hosting, effectivement, Paul, si tu veux faire des choses un peu plus complexes, c'est préférable, mais en revanche, il faut rentrer dans les paramètres du self-hosting pour réussir, du coup, à gérer les questions de time-out et tout ça. Ça a été tout un sujet quand on a déployé, nous, notre instance de N8N. J'espère avoir répondu à ta question. Donc, je reviens à ce que je disais ici. Donc, en fait, on va utiliser l'un des notes qui est dans la mémoire pour en fait checker combien de messages ont déjà été dans la mémoire. Le principe ici, en fait, dans Alex, c'est qu'on va commencer. Au moment où on déclenche quelque chose, on va juste regarder dans la mémoire, est-ce qu'il y a déjà des messages? C'est pas plus difficile que ça. Parce que du coup, en regardant combien de messages, bah, si on a aucun, c'est que c'est la première fois qu'on parle. Si on a déjà, c'est que c'est pas la première fois qu'on parle. Et comme vous vous rappelez, la logique de la boucle qui était au-dessus tout à l'heure quand je vous ai montré le template, c'est qu'on va injecter du contexte dans l'agent avant sa première réponse pour qu'il soit en gros, en anglais on dit primed, pour qu'il ait en fait un contexte qui précède son déclenchement. Et on fait ça en parallèle, pas dans le prompt.
parce qu'on veut que ce soit dynamique, encore une fois. Et donc ici, on lui dit get many messages, et donc là, je teste, je fais l'exécution, et donc vous voyez, là, il me répond que le nombre de messages est de 0. Donc si le nombre de messages est de 0, je veux faire une branche. On fait un if, vous pouvez aussi utiliser un switch pour ceux à qui ça parle lorsque vous avez de multiples scénarios. Donc nous, on fait un if ici, et on va prendre du coup message count, qu'on va mettre là, et donc vous voyez, il me l'a automatiquement transformé en chiffre. On dit si le message est 0. OK, si le nombre de messages est de 0. Et donc si le nombre de messages est de 0, alors on a deux possibilités qui vont être vraies ou faux. Si le nombre de messages est supérieur à 0, est différent de 0, donc il y a déjà des messages dans la mémoire, c'est ce que ça veut dire en clair. Donc on est dans le scénario faux. Dans ce cas-là, on peut aller directement à l'agent. Ça veut dire que c'est pas la première interaction qu'on a avec lui. Mais en revanche, si le nombre de messages, si le nombre de messages est égal à 0, alors on veut déclencher toute la boucle d'Alex qui lui permet d'aller chercher de l'information contextuelle. OK? Et donc cette boucle-là, là, vous vous rappelez, je vous expliquais tout à l'heure, dans notre cas, là, c'est une boucle dans laquelle on va aller chercher une base documentaire dans Notion. Donc vous allez dans l'outil Notion et là vous avez tous les outils de Notion qu'il y a. Donc on va prendre plein de pages d'une base de données. On va prendre many, donc on va choisir la base de données ici. Alors dans le cas d'Alex, la base de données qu'on utilise, hein, et la base de données où du coup où on a notre sales material ici. Vous pouvez lui dire de tout retourner ou de limiter, ça dépend de la typologie de votre base de données. Vous pouvez en dessous aussi rajouter des filtres si besoin. Bref, ça c'est votre base de données Notion. Je rentre pas là-dedans. Vous la gérez comme vous voulez. Et donc c'est très flexible la manière dont vous pouvez aller chercher de l'information de manière un peu intelligente, hein. Et donc là, on est donc dans le scénario, il n'y a pas de message, on exécute. OK, très bien. Ah, il n'a pas exécuté. Pourquoi? Bah oui, parce qu'il faut que je t'envoie un message. Hello. Tac. Et on lui envoyait un message, vous voyez, il a déclenché tout le truc au-dessus. En dessous, là, il m'a donné la réponse de Notion parce que c'est normal, c'est la dernière chose qui est connectée. Et donc là, ce qu'on fait avec Notion, c'est qu'on a reçu du coup tous nos fichiers ici, enfin toutes les choses que vous voyez dans la base de données, hein. Donc il y a les CGV, alors tu vois, ouais, là j'ai le titre. Donc vous voyez, donc il y a les CGV, il y a la présentation commerciale en français, il y a la stratégie marketing. Ouais, c'est ça qu'on a mis pour Alex dans cette base de données-là. Et donc, à partir de là, vous pourriez prendre ces 4 éléments et les balancer directement dans l'agent. Le problème que vous auriez, c'est que bah, vous n'aurez que les infos de la base de données. OK? Et donc, il y a aussi beaucoup de choses qui sont complètement inutiles pour l'agent. L'ID, l'URL, ça, enfin, toutes ces choses-là, il y a plein de choses qui servent à rien. Donc, on va plutôt les traiter un par un, tranquillement. Donc, on va faire une loupe. On n'est pas pressé pour cette partie-là, on veut la faire bien. On va faire une loupe. Donc, vous voyez, dans la loupe, par défaut, vous avez des choses qui viennent se créer ici qu'on va du coup enlever pour vraiment traiter notre boucle de manière simple. On va, alors ce qu'on veut maintenant, c'est aller chercher le fichier. D'accord? Donc, vous voyez, rappelez ici, il y a une property files media avec une URL. Donc, si par exemple, si je prends cette URL-là, là, je vous ai montré tout à l'heure notre présentation commerciale en français. Donc, si je prends cette URL-là, là, juste pour tester, je m'amuse, je la colle. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Ah, bah tiens, j'ai la propale, quoi, j'ai le document en PDF. Magnifique. Et bah, donc, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on va prendre cette URL-là pour aller faire une requête get, toute simple. Alors, dans la loupe, on la lance, du coup, il va prendre un élément. Et donc, dans cette boucle, on va passer en dynamique l'URL de cet élément. On l'exécute. Et qu'est-ce qu'on a? Alors, must be a string, I got an object. On va aller faire du coup un. Oui, c'est ça, on va lui rajouter un. C'est là en fait, c'est l'accent. On va lui rajouter. Alors ici, on pourrait faire un JSON stringify, mais sinon, on va juste faire ça. Non, c'est pas ça que je cherche, c'est ça, voilà. Voilà. En prenant ça, ce que vous venez de dire, c'est prends le premier élément de la liste qui est ici. Heu heu, tac, on exécute et en sortie, vous avez du coup la data qui est ici. Donc la data, on l'a maintenant et donc la prochaine étape, c'est qu'on va extraire ce fichier. Alors l'extraction de fichier, pourquoi on l'a fait? Parce qu'en fait, les LLM ne lisent pas les fichiers. Les LLM, ils, directement en général, il y en a certains qui en enfin, je vais mieux le formuler. Un LLM par défaut ne va jamais être capable de lire un fichier. Il va y avoir nécessairement une couche de traduction entre le fichier et le LLM. Cette couche est soit une fonction qui est déjà dans le LLM et l'éditeur du LLM, soit quelque chose qu'il faut que vous fassiez avant de votre côté. Par sécurité, autant le faire par avant, par sécurité, par reliability en gros. Et donc ici, on sait qu'on envoie des PDF, mais en fonction du type de fichier, il faudra utiliser différentes méthodes. D'accord? Aussi, je sais qu'on a des PDF, donc on va faire une extraction
Est-ce qu'on sait qu'on a des PDF? Oui, c'est que des PDF. On va faire une extraction de PDF, hein, directement et donc là, on a le PDF. Ici, on a le nom de la data qui est arrivée avant et on va lui dire: «Exécuter». Ce qu'il va sortir, c'est du binaire, d'accord? Donc faut pas, se prendre la tête avec, c'est quoi? Mais c'est du binaire, quoi, en gros, hein et donc là, vous voyez en dessous, il me sort tout le texte qu'il y a dans, la présentation. Donc ça, c'est cool. Maintenant, je reviens au début de la boucle pour qu'il me traite les 3 autres fichiers, hein. Donc on va le laisser, je vous montrerai ça après et puis ensuite, du coup, bah, ce qui va sortir de là, vous voyez, là, en fait, on a si je regarde, le résultat ici de ma loupe, hein, ce qui est en train de sortir de, de mon extraction de fichier ici, pardon, c'est ça. C'est donc le format du PDF, la langue, tatati tatata et puis on a le texte. C'est le texte, en fait, qui m'intéresse. Donc dans la boucle done ici, je vais prendre une agrégation et lui dire: «Sors-moi», alors on va faire tourner le workflow dans son ensemble. Hello, une fois pour que du coup, vous voyez qu'en fait, après, quand ça sort la branche donne, le résultat change. Donc là, vous voyez, il a fait 2, hop, il va continuer, il va m'en faire 3 et puis il va m'en faire 4. Magnifique, il a fait le tour de tous les éléments et boum, il va me les sortir là-haut. Et quand il me les sort là-haut, du coup, maintenant ici, je vais mettre le field que je veux agréger. Et donc, boum, je prends le texte, je lui mets là. Et maintenant, si j'exécute cette étape, alors là, il a recommencé. Pour éviter de recommencer, vous pouvez faire un pin. Donc, en gros, ça veut dire que vous cliquez à droite et vous faites pin pour que du coup ça garde, la donnée, hein, après. Bon, c'est pas très grave là, donc là je vais pin cet élément ici pour pas qu'il le recalcule à chaque fois et donc là, vous voyez, il m'a fait un ensemble avec tous les documents, des textes. C'est un seul fichier et donc ça, cette fois-ci, je vais aller ici, de nouveau utiliser un outil de mémoire, mais cette fois-ci, je vais pas le get, je vais l'insérer, je vais l'injecter et donc je vais injecter tous les messages. Quel message? Eh ben, tout ceci. Ploup! C'est un array, donc on va lui faire ce qu'on appelle une stringify, JSON.stringify. Vous pourriez le faire ça, autrement, mais là, comme c'est un bout de code, extrêmement simple, on le fait comme ça et donc là, du coup, il va envoyer une string, donc du texte quoi, en gros. Hop et ça, on le met dans la mémoire, ici. Est-ce que j'ai réussi? Hop, on va le ramener par là, on va ramener la mémoire par là et on va donc l'injecter dans la mémoire. Ploup! Et puis, maintenant, on peut finir et revenir à Alex. Notre workflow est fini et du coup, on est en train de lui insérer tous les documents qu'on veut. Donc, pour faire un test rapide, on va lui dire: «Sparring partner, can you tell me what services Aqua offers based on the commercial presentation?» Par exemple. Donc là, vous voyez, il est en train de faire tourner la boucle, comme on l'a vu tout à l'heure. Il l'a fait tourner 4 fois. Une fois qu'il aura fini, il va aller dans l'agrégation. J'ai pour 2 minutes et j'aurai fini le truc. Alors là, on a un petit problème dans l'agent Node qui est qu'on n'avait pas de prompt spécifié. Ah oui, c'est ça, c'est on n'a plus de chat lié, donc en fait, il faut qu'on change ce qui lui arrive en message. C'est relativement simple, on va aller le chercher ici. Donc on prend le chat input et là, ça va marcher. Ce que je vais, finir par vous montrer dans cette démo, c'est donc du coup des outils, rapidement, qui sont du coup des sub-workflows. Ici, vous vous rappelez, on lui avait donné accès à un outil de briefing agent. Donc là, je vais taper brief. Non, c'est vrai qu'on a changé le nom. Hop, donc on va lui donner, pourquoi est-ce que je suis pas en train de le voir? C'est pas très grave, on va le chercher comme ça. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, je l'ai pas encore migré cet agent. Je vais le montrer ailleurs. C'est pas très grave. Hop, je vais venir ici, et donc ici, si je vais dans le briefing agent, notre briefing agent, il ressemble à ça. OK? Donc c'est un autre workflow complexe que je vais pas détailler maintenant, mais qui va utiliser ce qu'on appelle la Google Grounding Search avec du coup un modèle Gemini pour aller chercher de la donnée de manière structurée. Dans ce modèle Grounding Search, on a à son tour, pardon, un prompt qui est passé, un prompt système sur comment est-ce qu'il va chercher les choses et comment est-ce qu'il les traite de manière générale. Ici, on traite de manière dynamique justement ce prompt avec, un tas de principes de comment il va aller faire de la recherche, comment il va structurer les choses et cetera. Et donc Alex, il va d'abord être capable d'appeler celui-ci. Alors, je vous passe les détails, mais je suis en train de migrer des choses, d'un compte sur l'autre. Donc du coup, c'est pour ça que je l'ai pas dans ma liste ici de tools, mais donc je lui donnerai accès au briefing tool et puis évidemment, à la fin, je lui donnerai accès à mon générateur Gamma qui lui, ressemble à ceci. Tac, lui, il ressemble à ceci. Pareil, je vais pas le détailler maintenant, mais donc vous l'appelez, il va utiliser un mode ou l'autre, pour définir, comment en fait va être traitée l'info qui lui arrive.
il fait un tas de processing pour in fine, du coup, faire un call API qui est structuré, et ensuite faire ce qu'on appelle un cron job, donc une recherche en boucle pour savoir si la génération est finie. Et lorsque c'est fini, boum, il va renvoyer la réponse, et vous aurez le lien pour avoir accès à votre gamma. D'accord? Non, pas du tout ça que je veux faire. C'est ici que je veux venir. Et voilà. Et donc, je vais juste finir sur ce point ici. Voilà, quand je lui demande du coup maintenant, vous voyez là, il fonctionne, hein, et quand je lui demande du coup de me donner l'info sur la base de la base documentaire, comme il a déjà été insulté, boum! Et voilà, il est en train de me servir nos services parce que du coup, bah, il y a accès grâce à l'injection que j'ai faite au préalable. Tadam! Et parce que je veux respecter votre temps, c'est là que je vais m'arrêter aujourd'hui dans cette démo de comment on construit un agent. Ce que je vous ai montré, c'est d'abord de l'orchestration parce que même si je me suis pas attardé dessus, vous l'avez vu, Alex, en fait, il orchestre aussi 2 autres outils qui sont eux-mêmes des outils IA. D'une part, un générateur de gamma dynamique qui utilise une IA pour structurer une requête, API de gamma, et puis d'autre part, un agent qui fait de la recherche documentaire dans un format spécifique. En gros, un killer de Perplexity pour aller vraiment dans de la recherche documentaire sourcée, vérifiée et tout ça. Ce que je vous ai aussi, c'est un simple rack du coup avec une recherche dynamique, d'une base de données, et je vous laisse votre imagination imaginer, tous les cas possibles dans lesquels on peut faire ça. Heu, hem, voilà, voilà, voilà pour cette démo-là. Je vais, pour ceux qui ont encore 5 minutes, je réinvite Camille, sur scène, pour qu'il puisse aussi réagir, et nous poser des questions s'il le souhaite. Évidemment, vous aussi, vous pouvez le faire dans le chat. Vous avez compris, notre spécialité, c'est les systèmes IA, qui marchent en prod, qui sont complexes, qui permettent vraiment de démultiplier l'impact de l'IA. Heu, J'espère vous avoir donné envie de creuser et de construire. Si, vous voulez évidemment me poser des questions en off, en MP, vous me trouverez facilement sur LinkedIn, heu et avec plaisir pour répondre à vos questions. Et puis, bah, pour toute autre sollicitation, n'hésitez surtout pas. Ah, c'était solide. Ah, c'était vraiment très très solide. Ouais, gros niveau. Moi, je suis pas du tout mis autant les mains dans le cambouis que toi sur N8N. Je me rappelle à la base, il y avait Intercom, après ça s'est transformé en Make, et après il y a N8N qui est sorti dans tous ces trucs de workflow. Et non, là, j'ai encore pas mal de choses à voir. Vraiment impressionnant. Et aussi ce que tu n'as pas précisé, parce que là, tu as toutes les applications que tout le monde connaît, donc quand tu connectes les outils. Mais en fait, grâce aux API, en fait, tu peux te connecter à n'importe, en fait, aussi quelle expertise métier, même des capteurs, ce que tu veux, tu peux aller chercher de la data partout et enchaîner des workflows hyper complexes, quoi, peu importe l'industrie. Ouais. Et je rentre pas dans. Il y a des cas plus avancés encore où en fait, même lorsque vous n'avez pas d'API, il existe ce qu'on appelle des computer use models. Ok. Ils sont beaucoup plus complexes à intégrer dans NVIDIA, mais on peut le faire. Les computer use models, en gros, c'est des modèles qui sont pas des LLM, mais qu'en fait vont ouvrir une fenêtre de l'ordinateur et naviguer une interface, quelle qu'elle soit. Donc à partir de là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, il y a une souris, vous pouvez cliquer. C'est plus lent évidemment, hein, mais lorsqu'il n'y a pas d'API, bah, vous avez toujours une solution. Ok, ok, ok. Ah, il y a Paul qui dit est-ce qu'on peut brancher le U10 à Lovable? Obviously. S'il y a Yes. une API et que vous y avez accès, oui, vous pouvez le brancher sans problème. Alors, moi, j'utilise un mode de fonctionnement. En fait, je crée des webbooks en fait que je demande à Lovable et que je vais brancher directement après dans N8N. Ça marche très bien comme ça. Ou de super, en fait, c'est Supabase derrière. Hein, donc, ouais. Ouais, bah ouais, tu fais ça avec Make. Ça marche aussi avec N8N sans aucun problème. Make, c'est un peu plus newbie en d'interface et tout, c'est plus facile de prise en main, mais c'est quand même un peu moins puissant qu'N8N, je pense. Au final, pour envoyer les mails. Ouais, après, ok, pour envoyer les mails. Ouais, mais Resend, j'utilise Resend pour envoyer les mails aussi depuis Lovable. Mais je connecte directement via l'API en stockant les templates dans la base de données Supabase pour ma part. Mais je pourrais très bien, d'ailleurs, ce serait peut-être mieux de le faire
sur N8N faire des workflows. Faire des workflows. Et d'ailleurs, un truc dont t'as pas encore parlé, Christian, mais en deux, ce qui est intéressant aussi, c'est les pricing, quoi, en fonction de ce que tu fais tourner. Donc, Ouais, qu'est-ce que tu veux dire par là? La manière dont ces solutions price? ouais. Ouais. Alors, petit 1, si vous êtes sur une version self-hosted de N8N, vous payez l'hébergement de votre déploiement et évidemment tout le code que ça va tout le temps, pardon, que ça va vous prendre et tout ça. Mais il n'y a pas de prix à l'utilisation. Donc, si vous savez le faire et que vous pouvez vous outiller pour le faire, ce sera une solution plus complexe techniquement, mais en revanche, moins coûteuse in fine parce que le coût de l'hébergement est souvent inférieur au coût d'un abonnement. Si vous prenez un abonnement, en revanche, sachez-le, le pricing en général est aligné sur l'utilisation. Il y a eu des changements sur ça, parce que historiquement, il y avait quand même une grosse différenciation sur ça entre N8N et Make. Ouais. Mais là, je vais regarder en vitesse dans le cloud. Ouais, c'est ça. N8N va vous facturer au nombre d'exécutions de workflow. Là où Make, de mémoire, vous facture, pour info, vous facture, c'est ça, au nombre de crédits. Et les crédits, en gros, sont des étapes d'un workflow. Donc, c'est différent comme manière de facturer. En fonction de ce que vous faites, l'un ou l'autre peut être plus pertinent, hein, mais bon, les deux marchent, hein, de plateformes différentes. Carrément. Et d'ailleurs, un point là sur les workflows, tu as aussi la possibilité de te faciliter un peu la vie. Tu en as un peu parlé des blueprints. Ouais, Et ça, c'est intéressant. Mais c'est intéressant, mais ça marche pas de ouf en vrai. Après, moi, j'ai essayé plusieurs fois, j'ai trouvé que c'était pas au niveau quand je faisais des imports, donc je comptais sur Claude, GPT, etc. pour demander une blueprint que je peux importer. Donc en fait, je fais le workflow, je demande le workflow en code. ouais. Et après, je l'importe dans N8N, mais à chaque fois, j'ai des bugs et je trouve que c'est pas fidèle. Alors peut-être que tu as des astuces là-dessus, mais. Ouais. Alors, il y a plusieurs choses. Petit 1, si vous voulez aller vite, il y a une immense librairie de templates faite par la communauté de N8N qui à la base était une solution open source. Là, ils ont changé depuis, mais il y a une immense communauté de N8N qui publie beaucoup de choses qui sont vraiment du copier-coller sur lequel vous avez juste après à brancher vos credentials, vos paramètres d'authentification. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est des prérequis pour pouvoir activer des choses. Ça, il y a ça d'abord. Ensuite, il y a les workflows générés à l'IA. Alors, en gros, ce qui se passe, c'est petit 1. N8N a des versions. Et d'ailleurs, ils viennent de passer en version 2.0 qui a changé pas mal de choses à différents égards. Vos IA, si vous les utilisez, elles ont des dates limites qui correspondent à leurs données d'entraînement. Donc, même si elles ont de la donnée N8N, potentiellement, ce qu'elles vont vous générer, ce sont des versions antérieures de N8N qui sont compatibles avec ça, pas des versions actuelles. Et donc, premier type, si vous voulez utiliser une IA pour générer des workflows N8N, donnez-lui de la documentation. Donnez-lui de la documentation officielle soit des nodes que vous voulez utiliser, soit un accès global. N8N a un serveur MCP que vous pouvez brancher justement dans un workflow N8N pour pouvoir créer en fait un assistant de création de workflow N8N. C'est un truc un peu récursif, mais en fait, vous pouvez faire un premier workflow N8N dédié que vous branchez au MCP de N8N pour ensuite lui demander de vous aider à générer des workflows N8N et ça marche très bien. L'autre chose, moi, le type en vrai que j'aime le plus utiliser, c'est qu'en fait, je comprends le blueprint, je vais dans N8N, je mets les nodes rapidement, en fait, sans me préoccuper trop de leur configuration. Et ensuite, je fais un grand rectangle avec ma souris sur tout le workflow. Je fais CTRL-C sur mon clavier. Je retourne dans mon agent GPT, ou Claude, ou Mistral, ou plateforme des communs, enfin l'agent. Bien évidemment que c'est le moment où il y a les ballons. Bien évidemment que c'est le moment où il y a les ballons. Bref, je prends tout ça et je le colle en fait dans mon chatbot et je lui dis voici les workflows, j'ai besoin que tu l'édites pour qu'il marche. Et en fait, du coup, là, il a un template, il a un exemple en fait de à quoi ressemble le truc que je peux copier-coller. Et tu fais la même chose node par node ensuite quand tu as des erreurs en fait. Hein. Donc tu copies le node et tu le colles dans le chatbot parce que du coup, il va te donner le JSON en fait qu'il y a derrière le node en question. Donc ça, c'est les tips pour utiliser des chatbots et faire des workflows plus rapidement. Ah, tu vois, je savais même pas qu'on pouvait copier le node en fait. Ouais. Okay. Ah ouais, tu peux le copier-coller, ouais. Ok, stylé. Et du coup, ça ressort tel quel en JSON dans le. Ouais. Bah, je vais vous donner un exemple. Là, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple?
Euh, le node le node de la mémoire, par exemple, je vais le copier. Et là, je vais le coller dans le chat ici. Ploup. Voilà ce que j'ai. Ah ouais, Donc, je ok. copie-colle le node de la mémoire. Ok, ok. Ah ouais, putain, c'est cool. Et genre, vraiment, tu sélectionnes et copies-coller, ciao. Ah, c'est aussi simple que sélectionner, copier et puis recoller. C'est vraiment pas plus Ok. compliqué que ça. Et si ce node-là, là, ce JSON, si je l'édite à la main avec un éditeur de code, donc Ouais, avec, ça peut être un LLM ou ça peut être un outil dédié, si je l'édite et que le code, du coup, a en plus de la documentation sur ce node, il a toutes les ouais. informations qu'il faut pour comprendre comment le changer. Et ensuite, du coup, je recopie ce que m'a donné euh, le LLM et je le recolle dans mon workflow NVTEL. Ok, ok, ok. Ouais, ça, c'est une super astuce, tu vois. Ça, je savais pas que c'était possible. Énorme. T'avais Paul qui te posait une question au-dessus, c'était sur le. Ah ouais, est-ce que chez Aqua, vous allez aussi faire du vibe coding et qu'est-ce que vous utilisez, quoi? Alors, j'en parlais au début. Le problème du vibe coding, c'est la deck technique qu'il y a derrière, en fait. Donc, nous, on utilise, enfin, moi non, je n'utilise pas de vibe coding. Mon associé, on va dire, utilise du vibe coding ultra encadré. Euh, Ouais. mon tech partner et les équipes techniques qu'il forme, il les forme justement pour apprendre à faire du vibe coding ultra encadré. Donc, pas du vibe coding libre. Alors, Paul, pour ta question, qui en fait vise plutôt, je crois, comment aller vite, quoi. Euh, Lovable, Bolt, Anti-Gravity, Cursor, il y a enfin, toutes les solutions sont bien en vrai. Avec toutes, tu peux arriver à un résultat. Mais la question n'est pas est-ce que je peux arriver à un résultat. La question c'est est-ce que je peux créer un système et un résultat qui peut tenir dans le temps, que je peux scaler, que je peux donner à un développeur pour qu'il reprenne la main dessus, ou je peux avoir un code qui est clean, que je peux débugger, etc., etc., etc. Et ça, en revanche, historiquement, ce n'est pas le cas avec les outils de vibe coding sur étagère. Il faut avoir là-dessus une compétence technique pour justement comprendre, je dis n'importe quoi, mais quelle est la nomenclature de code, quel est le rapport que vous avez avec les commentaires dans le code, quelles sont vos préférences en termes de variables, etc., etc., etc. C'est des trucs, moi, ça va au-delà de mon champ de compétences. Hein. Moi, je Mais suis pas le malgré cerveau tout, tu technique peux de arriver notre à faire un opération. truc. Tu peux arriver à faire une web app à peu près fonctionnelle sans savoir développer, mais il faut quand même Oui, avoir une notion. Ouais. Faut avoir c'est pour ça que je dis qu'il y a une différence entre est-ce que vous voulez prouver un concept, est-ce que vous voulez mettre quelque chose rapidement sur le marché pour tester un truc, ou est-ce que vous voulez créer quelque chose qui va scaler. Si votre but c'est de démontrer un concept et de tester un marché, oui, ces solutions-là, toutes sont largement suffisantes. Si votre but c'est de créer un SaaS ou de créer un produit ou de créer un truc qui peut scaler, non, et vous allez devoir nécessairement passer par une étape technique justement pour pouvoir créer en fait un système qui puisse grandir et qui puisse s'adapter à un environnement technique utilisateur cloud qui va évoluer en fait. Voilà. Après, Paul, tu as l'air d'avoir deux, trois notions techniques vu le vocabulaire qu'il utilise, mais test là, dernièrement, moi, ce qui me bluffe vraiment, c'est Cloud Code, qui est juste fabuleux en termes de vibe coding. Mais ouais, après, tu peux. Ah, c'est le prochain sur ta liste. Ah, ok, ok. Bah ouais, va voir parce que c'est vraiment bluffant. Moi, j'utilise toujours Lovable pour faire des fronts très rapidement, interconnectés avec Supabase, vraiment pour faire des V1. Je fais Lovable Supabase pour ma part. Je Conquistador, mais après, on peut aller dans des trucs beaucoup plus. Enfin, on arrive à faire des choses assez solides techniquement sur des V1, mais c'est parce qu'en fait, on fournit, comme expliquait aussi Christian, on fournit des prompts très très fournis depuis les clouds, depuis les GPT, etc., qu'on vient injecter systématiquement dans Lovable et Supabase. Mais Cloud Code tout seul, c'est bluffant. Et une autre marque, c'est là, même encore aujourd'hui, tu vois, j'ai passé la journée à dev en vibe coding aujourd'hui là, et j'ai pas touché mon clavier, quasiment pas, parce que tu vas à une vitesse tellement hallucinante grâce aux vocaux aussi. Ça, c'est une remarque, mais les vocaux, moi, je fais que des vocaux et je fais deux SAS en même temps sur deux onglets différents. Et, euh, et c'est incroyable, là. C'est incroyable. Mais par contre, après, quand il s'agit de mettre en prod, tu vois, moi, je fais appel à des devs quand même
vérifier tout ce qui va être politique RLS, tout ce qui est sécurité, etc. Parce que tu peux vraiment faire de la merde aussi si t'es pas dev et si t'as pas des petites notions à ces niveaux-là. Et le voice swap, voice swap, incroyable. Ouais. Tout ça, c'est vrai. Encore une fois, tout dépend de l'objectif. Tout dépend de l'objectif que vous fixez à ce que vous faites. Messieurs, il est 19h18. On a largement dépassé le temps qu'on avait alloué aujourd'hui. Je veux remercier, messieurs et mesdames, bien sûr. Je veux remercier toutes les personnes qui ont participé aujourd'hui. Merci Camille de m'avoir d'avoir insisté pour que je fasse ceci, parce que la jeunesse de ça, c'est qu'on discutait d'un truc avec Camille, j'ai commencé à partager mon écran, je lui ai montré un peu, il me dit mais tu veux pas faire ça, genre avec plein de gens? Je lui dis oui si tu veux. Et donc du coup, on se retrouve à faire ça. Donc merci à vous tous et toutes pour votre participation. Merci Camille d'avoir été l'instigateur de ceci. Et pardon? On le refera sur d'autres sujets. Ouais. Oui, on le refera avec grand plaisir. Si vous voulez poursuivre les échanges, vous me trouvez facilement sur LinkedIn. Vous allez avoir plein d'informations qui vont arriver à la suite du webinaire également. Merci. Merci à tous et à toutes et à bientôt. Ciao, ciao. Bonne soirée.